Bienvenue dans ton Yann et Frank et Jérôme aujourd'hui. Comment ça? Petit message aux parents du Québec qui écoutent notre podcast. Vous avez des kids adolescents 8 à 16 ans. Vous trouvez que le gaming prend une grosse partie de leur vie. Vous trouvez qu'ils dépensent beaucoup d'argent là-dedans. Si vous voulez comprendre un peu les rouages des microtransactions au niveau du gaming, Joey a fait un podcast de 45 minutes avec moi matin. Super important de ce côté-là. Si vous voulez comprendre ce qui se passe dans la tête de vos enfants pendant qu'ils game, c'est quoi les incitatifs financiers à l'intérieur des jeux, tout ça, vous avez vraiment du bon contenu. Fait que je vous suggère d'aller écouter Joey Ouais. ce matin. Le podcast s'appelle Technique prédatrice dans le jeu vidéo. Exact. Pour les gens qui veulent le retrouver. Avant qu'on rentre dans les sujets de Jérôme, on aura du croustillant quand même aujourd'hui. Un mot sur. À chaque jour, on a toujours quelqu'un qui fait office de victime du jour. La victime du jour étant quelqu'un qui se victimise pour des motifs plus ou moins raisonnables. Et on a aujourd'hui comme grand gagnant Bruno Marchand. Bruno Marchand qui somme les propriétaires de Choix Radio X, donc RNC Média, de se dissocier des propos de Dominique Moret. Et là, bon, il se dit super insulté par des propos prononcés en ondes mercredi. Je ne sais pas exactement quand ça a été fait, là, mais peu importe. Bon, la quote dirait ceci. Est-ce que quelqu'un, durant la nuit, peut aller vérifier s'il y a un wax pen qui traîne dans le bureau du maire? C'est juste une vérification. Je suis certain qu'il n'y en a pas. Je veux m'en assurer. C'est du gros stuff. Et là, Je pense Bruno, qu'on peut dire ça dans les médias aujourd'hui. Là. Bruno Marchand dit où est la limite à la désinformation? Et là, il dit bon, je veux pas me faire associer à quelqu'un qui prend de la drogue, etc. Mais la réponse du boss de Radio X, c'est juste magique, là. Mercredi en après-midi, Philippe Lefebvre, vice-président d'RNC Média, directeur général de Choix Radio, a catégoriquement nié que son animateur ait fait un quelconque lien entre Marchand et la drogue. Il dit il y a une interprétation qui est faite de la part du maire qui n'est pas du tout dans les intentions quand on écoute l'extrait. C'est une expression au même niveau que si on disait de quelqu'un qui en a fumé du bon. Ça ne veut pas dire qu'on dit que la personne prend de la drogue, a-t-il insisté. Ah, c'est vrai de ça. C'est exactement ça. Mais Jérôme, je t'entends là-dessus 2 secondes, là. Il me semble qu'on est vraiment rendu, puis Hey, même. attends un peu, Frank. T'as te présenté à la victime du jour Ah bien oui, j'ai trop pas mis le vite. jingle, ça. There's so much potential for beauty and for devastation. Ça, on s'entend pas de cette vidéo-là. Non, c'est comme éternel, là. Quelle Si on le bande met de- pas, il y a comme des plaintes dans les commentaires. Non, mais ce que j'allais dire, c'est on dirait qu'on est rendu dans cette. Non seulement dans un contexte de victimisation. Écoute, on en a 2, 3 exemples chaque jour, puis on en choisit un, là. Mais on est rendu en plus dans un espèce de contexte ou d'époque où tout est pris au pied de la lettre. L'ironie doit être absolument expliquée. Tu sais, ceux qui connaissent le style de Moret, on est les trois ici qui le connaissent, là. C'est son genre de truc. Il est arrivé avec un truc ironique en disant ah, je pose juste la question, puis ça fait partie de son style, tout ça. Tu sais, c'est exactement ce que dit Phil Lefebvre dans sa réponse. Quand tu dis de quelqu'un, ah, il en fume du bon, ou je sais pas, moi, l'expression, moi, il arrache la tête, ou tu sais, les expressions du terroir québécoise, là, ben, personne, normalement, prend ces expressions-là comme un truc au pied de la lettre, un truc catégorique, mais de plus en plus, on dirait qu'on est rendu là. C'est faut que tu expliques absolument qu'est-ce que vous avez voulu dire par. Et le summum de ça, c'était pendant la campagne électorale, là, quand Éric Duhem avait dit le 3 octobre, on va y régler son cas à Legault. Puis là, tu avais les journalistes qui l'accusaient quasiment d'avoir fait des menaces de mort, là. Mais c'est parce que le bug, c'est que tu supposes que tout le monde est honnête. Tu sais, c'est pas que les gens sont devenus plus sensibles qu'ils étaient. C'est que les gens ont un agenda pour faire tomber des gens qu'ils n'aiment pas. Donc, dans Ouais, ce c'est ça. cas-ci, Marchand, il n'aime pas beaucoup Moret parce que Moret est critique envers lui. Donc, on est sur le watch pour la petite première opportunité qu'on va avoir de le mettre dans le trouble, on va sauter dessus.
avec l'objectif de le mettre dans le trouble. C'est pas que Bruno Marchand s'est senti réellement vexé dans cette histoire-là. C'est qu'il a pensé que, bon, enfin, j'ai ma chance de faire tomber Moret, je Ouais. m'essaye. C'est pas mal plus Ouais. ça qui arrive, je pense, honnêtement. Je pense qu'il y a un peu des deux. On vit quand même dans une société de plus en plus aseptisée où il y a beaucoup moins de choses qu'on peut dire qu'autrefois, malgré tout. C'est pas la même ambiance. Il y a des choses vraiment, il y a 10 ans qu'on pouvait dire, ne serait-ce que presque entre amis ou disons entre disons l'employé d'un commerce et un client qui ne se dirait peut-être même plus aujourd'hui. Mais donc, je pense qu'on est dans une société quand même très aseptisée où il y a comme une espèce d'idéal sécuritaire. Tu sais, on est toujours, là, quand tu parles de la déclaration là, de Duhem, quand il disait, régler son cas, tu sais, on utilise toujours le discours sécuritaire. Là, tu mets en danger des personnes avec ton discours. Hein, c'est toujours ça. Donc, à droite, c'est danger. La gauche, c'est la sécurité. Donc, Radio X met en danger la santé des citoyens de Québec parce que c'est une station pour la pollution, alors que le maire Marchand, lui, prône la sécurité des citoyens de Québec parce que lui est contre la pollution. Et on sait bien que la qualité de l'air à Québec est dans un état épouvantable, comparable à celle de New Delhi, Mexico. Donc, il faut absolument contrer les microparticules dans l'air grâce à un tramway. Donc, tu sais, il y a toujours le clivage danger versus sécurité est très fort, très, très Comment fort. tu fais pour dire des affaires de même sans rire? Et comment eux font pour dire ce genre de... Parce que ce qu'ils viennent de faire là, c'est juste une autopsie de ce qu'ils ont dans leur tête. Là. Carrément. Comment ils font pour dire ce genre de conneries-là? C'est incroyable. Ben, écoute, c'est des gens quand même qui ont voyagé, mais manifestement, ils ne prennent pas acte vraiment des réalités mondiales. Donc ça, c'est le premier volet. Mais là où je suis d'accord avec toi plus, Yann, c'est effectivement, je pense qu'il y a un volet stratégique. Donc, il s'agit peut-être d'associer les opposants au tramway à la désinformation. Et là, oui, le maire de Marchand semble être sauté sur l'occasion parce qu'effectivement, c'est pas... je pense pas qu'il soit plus fragile que hier là, ou plus sensible qu'avant-hier. Donc, est-ce qu'il y a vu une ouverture dans cette déclaration qui est somme toute anecdotique dans une émission qui dure 4 heures, si je me souviens bien. Là, je pense que le temps reste c'est 4 heures. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont se dire. Les niveaux, effectivement, de langage, les métaphores, le langage, c'est coloré. Il y a toutes sortes de niveaux, l'ironie, etc. Puis, sur les réseaux sociaux, on a vu qu'on l'ironie, par exemple, souvent, on ne la comprenait plus. Il fallait quasiment écrire, bon, ceci est ironique. On dirait que aussi l'intellect de la population diminue aussi d'une certaine façon. Ouais, puis il y a quelque chose de malhonnête là-dedans. À chaque fois qu'il y a un scandale, ou une controverse reliée à des propos que quelqu'un a tenus, soit en ondes, soit à la radio, à la télé, dans un podcast, si tu ne mets pas l'extrait audio avec une contextualisation et que tu le mets seulement par écrit, vous le savez, les auditeurs qui nous écoutent, je suis certain que vous avez expérimenté ça. Vous parlez avec quelqu'un dans la messagerie privée, puis tu te dis, oh, comment ça se fait qu'il est fâché après moi? Il n'est pas fâché après toi, c'est que tu as mal interprété la manière dont c'est écrit. Ben, on a régressé. Moi... Le recours aux émoticônes, il y a vraiment, je pense, une régression dans la lecture. La première chose qu'on fait au primaire, entre autres choses, c'est, comment on appelle ça, des examens de lecture, là, compréhension de texte. Compréhension de texte. Les gens, ils sont des fois à un niveau primaire. Moi, je me rappelle, j'avais écrit un article dans Le Devoir, un devoir de philo, sur René Guénon. Bon, j'avais beaucoup de formules étaient au conditionnel et beaucoup de lecteurs du Devoir, qui est le journal intellectuel au Québec, m'avaient accusé de faire la promotion du multiculturalisme, alors que c'était évidemment une critique assez forte du multiculturalisme, mais seulement parce qu'ils n'avaient pas compris l'emploi du conditionnel. Et donc, je m'étais retrouvé tout d'un coup comme un grand supporter du multiculturalisme. C'est pas plus ironique que ça. Donc, imaginez si les lecteurs du Devoir ne saisissent pas certaines formules. Imaginez monsieur, madame, tout le monde, ou enfin... mais en même temps, le maire Marchand, c'est pas censé être monsieur, madame, tout le monde. C'est quelqu'un qui est censé être éduqué. C'est quelqu'un qui se présente comme quelqu'un il est supposé d'avoir une formation en philo, de ce que j'avais compris. Il doit être capable de comprendre. Donc, il y a plusieurs éléments, mais c'est sûr que le volet stratégique, est-ce qu'on n'a pas saisi l'occasion d'essayer de planter Radio X et par la bande de tous les opposants au tramway
C'est fort possible. Mais c'est gros, c'est très gros. C'est grossier et c'est exagéré. C'est clair que j'ai vu le titre hier dans le Journal de Québec. Je me disais, bon, qu'est-ce que c'est que ça, là, encore? Une fausse polémique. C'est clairement une fausse polémique. C'est pas, Ouais, pas une grande controverse, ça, là. C'est assez artificiellement créé. Puis il y a une volonté puis après ça, on va passer à l'autre sujet, là, mais il y a une volonté de reprendre toujours la même mécanique qu'on voyait, tu l'as bien dit, là, mais c'est vraiment toujours la même mécanique qu'il y avait pendant la pandémie. Il y a le camp du bien, qui est le camp de la santé, de la sécurité et du bien-être de la population, et il y a les tarés qui sont à côté, qu'eux font de la désinformation, etc. Et le moindre questionnement sur le bien fondé d'une mesure, là, en l'occurrence, mettons la mesure pour le climat pourrait être le transport en commun, le tramway, etc., ben, le moindre questionnement, la moindre contrariété, fais-toi un ennemi, fais-toi... Tu sais, on le voit, là, je l'ai même vu dans un journal américain où on tentait progressivement de faire glisser le qualificatif de conspirationniste ou de complotiste à ceux qui ne sont pas d'accord avec toutes les mesures débiles du climat, au même titre que si, par exemple, quelqu'un était contre le passeport vaccinal ou quoi que ce soit, ben, il devenait dans le même camp que quelqu'un qui pense qu'il se fait injecter une puce. C'est un danger sanitaire. S'opposer aux mesures environnementales, c'est potentiellement être un danger sanitaire parce que c'est malsain pour la santé que la pollution, on a commencé à remplacer finalement la météo sanitaire par des thématiques de qualité de l'air. Limoilou serait contaminé, je le répète, comme... oui, puis chaque fois qu'il pleut, maintenant même. Là. Maintenant, chaque fois qu'il pleut, il y a un article pour nous dire qu'il y a des pluies diluviennes et que c'est la preuve que là, la colère de Gaïa c'est en train de s'abattre sur nous. Là, à chaque fois qu'il y a un feu quelque part, c'est ça. C'est rendu que tous les signes, tous les événements météorologiques sont interprétés à l'aube de cette nature vengeresse là, qui s'en vient nous punir parce qu'on est des pêcheurs. C'est ça. Hein? Puis là, même les nouvelles de faits d'hiver, je ne sais pas si vous avez remarqué, on met des informations dedans qui n'ont aucune pertinence. Encore hier, il y avait un article sur TVA Nouvelles qui disait ce conducteur de VUS qui a rentré dans un commerce là, parce qu'il a fait une sortie de route, puis là, il est rentré dans une pharmacie ou whatever. Là. Mais là, tu sais, VUS écrit en lettres majuscules. Un peu comme ils font ça aussi depuis que Elon Musk est un personnage controversé. Quand il y a une nouvelle qui implique une Tesla, c'est écrit dedans. Là. Ce conducteur de Tesla, la voiture du controversé Elon Musk, il trouve toujours le moyen de prendre des faits divers pour les politiser. C'est comme si, dans le fond, le conducteur de VUS avait plus de chances que quelqu'un qui conduit une Civic ou une Honda Accord de rentrer dans le magasin. C'est comme, on dirait que c'est comme pour te rentrer dans la tête insidieusement que ces gens-là sont des dangereux. T'sais. C'est le danger. C'est toujours ça, c'est le danger. La droite, c'est le danger. Donc, vous mettez en péril non seulement, par exemple, les personnes immigrantes, parce que vous pouvez encourager des agressions vers les personnes immigrantes si vous êtes critique du modèle qui est le multiculturalisme, qui n'est pas l'immigration en passant. Le multiculturalisme, c'est l'aménagement de la diversité. C'est après l'immigration. L'immigration, c'est les gens qui entrent au Canada ou dans un autre pays via un autre pays. Ça, c'est l'immigration. Le multiculturalisme, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on aménage ce qu'on appelle la diversité à l'intérieur des pays. Donc, on peut très bien être pour l'immigration, mais contre le multiculturalisme, parce qu'on pense que le multiculturalisme, ça ne favorise pas le mélange des personnes. Donc, ça, c'est une nuance que je fais de temps à autre. Mais donc, c'est toujours danger versus sécurité. Donc, Éric Zemmour en France, qui est critiquable à certains égards, évidemment, c'est un danger, évidemment, pour les immigrés, parce qu'il peut nourrir la haine contre les immigrés. S'il critique de l'accord de Paris, c'est un danger sur le plan écologique parce qu'il favorise l'apocalypse environnementale. C'est un danger sanitaire s'il critique. C'est toujours le danger versus sécurité. C'est vraiment un axe structurant, honnêtement, depuis la pandémie surtout. C'est ce que j'appelle le safe space global. Donc, sécurité psychologique, sécurité écologique, sécurité sanitaire, et tout ça va ensemble, voire sécurité idéologique. Ouais. Donc, la droite, c'est le danger, la gauche, c'est la sécurité. Justement, parlons-en de danger, parce qu'en fin de semaine, de danger vécu par des gens participants, en fin de semaine, tu t'es rendu dans une manifestation. C'était quoi exactement l'objectif de cette manifestation-là? On comprend que c'était pour
un peu pour protester sur tout ce qui se passe aux États-Unis. Là. Donc, ça a donné lieu à cet article-là sur Libre Média. Je vais le montrer à Un l'écran. article surréaliste qu'il faut vraiment que les gens aient lire. Là. Oh non, c'est surréaliste. Là. Libre Média, ça s'appelle le complotisme woke. Et je pense que le mot est quand même assez bien choisi. Là. Et là, on nous dit que bon, tu t'es rendu samedi dernier dans une manifestation. Et là, bon, tu fais un peu compte-rendu de tout ce qui arrive là-dedans. Bon, il y a quelqu'un qui raconte qu'il a été mégenré à l'hôpital et que là, ça empêchait sa lumière intérieure de jaillir. Mais je ris, mais j'ai fait mon travail de journaliste. Hein, c'est-à-dire, je rapporte les propos. Évidemment, j'ai été accusé. Je dis évidemment, ça ne devrait pas être évident. Mais après la parution de l'article, j'ai été accusé par certains activistes trans d'avoir mal rapporté leurs propos, voire d'avoir inventé certains de leurs propos, ce qui est complètement faux. D'ailleurs, ça fait 5 ans que je suis journaliste. Ça fait plus longtemps que je suis chroniqueur. Journaliste, ça fait 5-6 ans. Et c'est la première fois qu'on m'accuse d'avoir mal rapporté des propos. En général, les gens sont toujours très satisfaits de comment je rapporte leurs propos. Donc, ça m'a fait un peu sourire. Mais même avant ça, quand Libre Média a publié les photos de 2 activistes trans qui seraient mineurs, déjà, à partir de la publication de ces photos-là, Libre Média est accusé de mettre en danger ces personnes mineures photographiées, selon elles, sans leur consentement, alors qu'on voit très bien qu'elles prennent la pause et qu'elles étaient très contentes d'apparaître à la caméra. Donc, la désinformation ne vient certainement pas de Libre Média, mais du côté trans. Donc, vous voyez, hein, déjà, moi, ça fait une semaine aujourd'hui que je suis revenu de Mexico, puis ça a pris 4 jours que j'ai dit à ma femme, j'ai déjà des putains d'activistes sur le dos, quelle société de malades. On t'a déjà accusé de mettre en danger. Retourne à Mexico, chérie. Non, c'est pas tout. Non, mais on est habitué, je suis habitué de recevoir des critiques, des insultes, mais souvent, on est habitué pour notre travail de chroniqueur, mais pour un travail journalistique où principalement tu rapportes des propos qu'on t'a donnés d'une manière probablement naïve, dans le sens que moi, je pense qu'ils ne sont pas choqués de l'article que tu as fait. Ils sont choqués du public qui l'a consulté. Donc, autrement dit, il y a beaucoup de ça derrière ça. Tu sais, c'est que quand tu te présentes Libre Média, tu fais un article qui est sérieux, tu rapportes leurs propos d'une manière précise. Eux autres, il y avait l'impression que c'était quelque chose comme Urbania ou 24 heures. Évidemment, ils se sentent trahis. Mais je suis arrivé, j'ai dit, bon, je me présente, Jérôme Berger-Gravel, journaliste pour Libre Média. J'aimerais recueillir votre point de vue. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? S'organiser par qui, etc. Ils étaient très contentes ou contents. Je ne veux pas être mégenré, là, mais disons que ça porte à la confusion. C'est le propre du transgenrisme. C'est quand même marrant, hein, d'ailleurs, en passant, des gens, ils ne veulent pas qu'on les mégenre, mais le propre du transgenrisme est justement de transcender les 2 sexes. Donc, forcément, c'est mélangeant. C'est ça le transgenrisme, c'est de confondre. Je veux dire. Donc, forcément, accuser les gens de vous avoir mégenré alors que le propre du transgenrisme, c'est de dépasser les genres, les sexes. Ben là, c'est une farce pour vrai. Là, les gens ne commenceront pas à demander à tout le monde de prendre les précautions. Avec les fameuses histoires de. C'est pas un crime contre l'humanité, là. Non, avec les fameuses histoires de j'appelle au téléphone, puis là, on m'appelle monsieur au lieu de madame parce que j'ai une voix de. C'est des caprices, hein, franchement. Là, ça devient un peu n'importe quoi. Et là, justement, les gens pourront faire l'exercice parce qu'on a en exclusivité aujourd'hui des audios, parce que tu as interviewé ces gens-là, donc par définition, en les interviewant, tu les enregistrais. Et là, les gens pourront consulter l'article. Je le rappelle, libremedia.com, l'article s'appelle « Le complotisme woke ». Et vous pourrez constater que ce qui est écrit est exactement ou à peu près le procès verbal, si on veut, ou le verbatim de ces entrevues-là. Et là, j'ai sorti 3 extraits. On va y aller par ordre. Une exclusivité, Yann et Frank, chers auditeurs. Absolument. Quand même, l'exclusivité audio. Absolument. Et on va y aller en ordre d'intensité. Donc, j'ai un premier audio d'une personne. Je vais y aller comme ça. J'ai interviewé 2 personnes. Pour contextualiser rapidement, il y a eu 2 personnes interviewées dans l'article. Un certain Andrew Connor, qui autrefois peut-être s'appelait quelque chose d'autre, et Mme Marie-Soleil Filion. Donc, il y a 2 personnes interviewées dans le cas de l'article. Moi, j'avais jugé. Tout le monde voulait me parler, d'ailleurs, tout le monde, même si on dit que elles ont été micro-agressées, ces personnes-là. La vérité, c'est que tout le monde voulait me parler. Il y a quelqu'un là-dedans qui s'est présenté aux élections. Là. Il l'explique dans l'élection. C'est ça. Là. C'est quelque chose qu'on a noté un peu avant de décoller le tape.
c'est qu'il parle à n'importe qui a fait un peu de politique à droite ou des activités politiques, qui avaient des interactions avec des journalistes. La première chose que tu apprends, des fois à la dure, c'est qu'il y a plein de pièges quand tu parles à un journaliste. Tout le monde est là pour te challenger, tout le monde est là pour te faire mal paraître sans arrêt. Puis on apprend à dealer avec ces pièges-là, alors qu'en réalité, tu sais, on ne dit pas grand-chose de méchant ou de vraiment fucké, mais on fait toujours attention parce que les journalistes devant nous sont toujours hostiles. De ton côté, tu fais une entrevue qui est quand même assez honnête et tu transfères exactement leurs propos et je n'ai pas l'impression que tu insistes pour leur faire dire quelque chose qui arrive souvent quand tu es à droite. Et eux autres, dans une grande naïveté, ils pensaient que tu allais retravailler leurs propos pour les faire bien paraître. Ouais, pour les embellir, tu sais, c'est... Non, c'est un peu... Mais c'est ça. Il faut expliquer aussi aux auditeurs, juste avant, Frank, Oui. c'est que les activistes trans et les gens de gauche en général, gauche entre guillemets, parce que vraiment, on se demande maintenant ce que ça veut dire, par exemple, que le transgenrisme est supporté par une industrie pharmaceutique. Parce que c'est devenu une industrie, là. C'est une industrie capitaliste, le changement de sexe. Donc, qu'est-ce que veut dire la gauche là-dedans? Je ne sais pas exactement. Mais ces gens-là sont tellement habitués d'être le système et que le système leur déroule le tapis rouge qu'elles ne se méfient pas du tout des médias. Donc, c'est pour ça que ces activistes trans se sont sentis en quelque sorte piégés ou trahis, parce que pour eux, les médias sont avec eux. Effectivement, ils ne savaient pas c'était quoi Libre Média. Ils ont pensé que c'était effectivement une nouvelle Urbania ou quelque chose comme ça. Mais pour ces gens-là, le système est là pour les appuyer. Donc, elles ne pouvaient pas concevoir qu'un journaliste soit là pour recueillir leurs propos et peut-être avoir un angle un peu critique dans son article. Ouais, ou simplement redire ce qui a été dit. C'est ça qui est assez... Donc, je fais entendre le premier extrait. Les gens pourront comparer avec ce qui est écrit dans l'article et voir ce qu'il y en a. Moi, c'est justement ce que j'essaie d'expliquer. Oui, c'est une attaque personnelle, mais on essaye vraiment d'assassiner ce qu'on est à l'intérieur. On tue, on refuse de nous voir tel qu'on est. On essaie de nous tuer pour nous conformer selon des normes qui ne nous correspondent pas. Hétéro-normé, c'est quoi donc? Hétéronormatif. Oui. Normatif. Ouais. Tu vois, puis pas ça, c'est... Moi, ça fait... Quand j'ai vu le projet de loi 2 qui est apparu, là, j'ai su que c'était la première vague. Parce que... Première vague de ce qu'on appelle d'enlever des droits envers des personnes trans. Parce que là, ils ont voulu attaquer carrément le droit des enfants trans, les familles qui ont un enfant trans, de pouvoir permettre à ces enfants-là de pouvoir mieux intégrer le milieu scolaire, de se faire des amis, de pouvoir plus grandir au niveau de l'estime de soi, avoir de meilleures notes, des trucs de même. Donc, eux autres, ils ont voulu encore obliger les gens d'aller vers des chirurgies, des trucs de même, pour avoir un changement de sexe. C'est très confus, là. Et c'est comme ça un peu tout le long des entretiens. C'est pas des gens qui ont, sans leur manquer de respect, c'est pas des gens qui ont une pensée extrêmement articulée. Là. Donc, des fois, c'est... En gros, ce que j'ai compris de cet extrait-là, c'est que dans le projet de loi dont ils parlent, c'est que eux voulaient que soit inclus que pour être considéré comme un enfant trans, t'as même pas besoin de faire de démarche, c'est juste dans ta tête, en gros. Parce que c'est ça qui est dit dans l'extrait, c'est que si tu n'as pas commencé à prendre les bloqueurs d'hormones, blablabla, ben là, le gouvernement ne te considère pas comme étant, comme faisant partie de cette catégorie-là. Mais là, eux, ils disent, ouais, mais là, tu n'es pas obligé de le faire, ça peut être juste... Reste un peu dur à suivre. Autrement dit, dans leur tête, c'est que le gouvernement force les gens à aller vers la chirurgie pour finalement être reconnus pour ce qu'ils sont. Grosso modo, c'est l'interprétation semble être ça là, dans leur tête. Oui, mais vous voyez un peu le ton, ça c'est comme le bout le plus normal, je vous dirais presque, de l'entretien. Parce que on arrive très rapidement à... C'est pour ça, je pense que le titre de l'article est bien choisi, là, qui était le complotisme woke, parce qu'on arrive très rapidement à des trucs là, qui sont... c'est délirant. Là. C'est carrément délirant. J'y vais avec le deuxième audio. Je participe à la NIF aujourd'hui. On est le 13 mai ou le 12? Le 13 mai 2023 oui. À Québec. Donc, il y a une centaine de personnes ici. Oui. C'est organisé par Gris Québec. Et Divergent.
et divergent. Ouais. OK, GENS. Ouais. Et vous dites que vous êtes victime d'une extermination aux États-Unis ou... En fait, en ce moment, on n'est pas au stade de l'extermination. Ça, c'est le 8e stade. Oui. Mais il y a 7 stades. Il y a Ouais, 10 stade stades au préalable, génocide. Ouais. OK. Il y a 10 stades au génocide, on est au 7e aux États-Unis. Ça, c'est du complotisme pur, là. Ah non, puis t'as peu, là, dans Il y l'autre a des audio d'après, étapes qui nous amènent oui, vers un génocide. il y a Tu l'as des répété étapes. plusieurs fois. Là. Oui, ben c'est justement le prochain extrait, il va nous expliquer. Parce qu'avant même que je commence l'entrevue, je n'avais pas enregistré, mais c'est la première chose qu'il m'a dit. Là, bonjour monsieur, c'est quoi ici, qu'est-ce qui se passe? Là? Puis nous, on va être victime d'une extermination. C'est la première chose, là, j'ai vu, OK, je sors mon microphone. Puis, Ouais, là, t'as su que t'étais à la bonne place. Là. c'est ça. Ah non, c'est. Moi, quand tu m'as envoyé, là, parce que Jérôme m'a envoyé le fichier audio complet là, qui faisait 15-20 minutes. Là. Mais là, tu sais, j'essayais de cerner les moments parce qu'il y a des bouts où, mettons, tu te déplaces un peu, il y a du vent, on entend moins bien. Fait que j'ai découpé ces passages-là pour que les auditeurs puissent l'entendre, mais c'est ce qu'on comprend. Parce que toi, tu arrives en commençant à leur poser cette question-là parce que c'est ce qu'ils parlaient avant que l'entretien commence. Et là, ben, à un moment donné, tu poses la question, ouais, mais c'est quoi cette histoire-là là, de ongoing genocide? Là? Et là, la personne, elle explique c'est quoi. Comme aux États-Unis, ben, c'est en train d'arriver comme une forme de génocide, ce qu'on a vu à la Deuxième Guerre mondiale. Attention, le génocide, l'extermination d'un groupe... Non, mais c'est parce que là, aux États-Unis, ce que vous savez On n'est pas pas... encore au stade de génocide. Comme je dis, l'extermination, c'est seulement le 8e stade. Oui, je sais, mais ce que je veux dire... Selon un politologue, non, c'est vraiment rappelez-vous du vous nom. pouvez retrouver cette charte-là un peu partout. Cette charte génocide, étape de génocide. Ça a été fait par... Mathieu Botti-Côté, es-tu dans quoi déjà le nom? Sociologie? Sociologie. Par des sociologues, ça a été fait vraiment par des sociologues, par des historiens. OK. Puis il y a vraiment 10 stades à un génocide. Puis là, aux États-Unis, on est vraiment... Donc, un stade préparatoire. Oui. Mais non, mais ça, on l'a vu pendant la pandémie quand on mettait le spotlight sur les complotistes. C'était des choses qu'on voyait de leur part. Mais ce qu'on a dit pendant très longtemps aussi, c'est qu'il n'y a pas juste les gens anti-vaccins qui sont complotistes. Là. Il y en a dans toutes sortes de sphères de la société. Là. Ça existe dans d'autres aspects. C'est vraiment pas assez dit. Ben, c'est ça, moi, qui me sidère là-dedans. Puis c'est la première réflexion que j'ai eue, c'est un peu celle-là, c'est que quand il y avait des manifestations, que ce soit le convoi, que ce soit des manifestations à Québec contre le masque obligatoire, ce genre de trucs-là, les journalistes se dépêchaient d'aller sur place. Ils spottaient la personne avec une pancarte marquée genre Legault égale Hitler ou genre dictature sanitaire, génocide ongoing. Et là, ils faisaient leur article là-dessus. Des coucous, telle affaire, sont présents sur place. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'à peu près dans n'importe quelle cause idéologique, il y en a. Où tu vas avoir des gens qui sont très marqués, très identifiés, soit d'un côté, soit de l'autre, soit d'une cause, soit d'une autre. C'est le genre de personnes que tu vas rencontrer, sauf que eux, dans cette mouvance-là, agissent entre guillemets en toute impunité ou disent leur truc de manière... La parole est libérée. Là. On le sent que la parole est libérée. T'arrives, puis ils te racontent ça déjà en partant. Alors que la personne qui est un peu saucée, qui est dans le convoi des camionneurs, elle sait que la personne qui est journaliste qui arrive va essayer de lui faire une job de cochon dans le journal. Donc là, il faut que tu te fasses cuisiner avant de sortir des trucs de même. La personne va essayer d'édulcorer son propos. Eux, ils n'ont pas essayé d'édulcorer parce que, comme tu dis, jamais on reprend les propos de ces gens-là pour mettre ça dans le journal en disant des extrémistes ou genre des illuminés parmi la mouvance LGBT ou je ne sais pas trop comment vous voulez appeler ça. Mais la réalité, c'est que ces gens-là existent. Tout ce que tu as fait, c'est leur mettre un micro en dessous du nez, recueillir les paroles et faire le transcript. En version Vox Pop filmée, là, si j'avais eu mon caméraman, ça faisait le tour du monde, avec des traductions, là, avec des sous-titres, c'est-à-dire. C'est clair, on avait quelque chose. C'est déjà l'article déjà impressionnant. Mais c'est une paranoïa qui est dangereuse. Là. C'est une pensée qui est paranoïaque et qui peut vraiment mener à des excès importants. C'est malsain, ce genre de posture intellectuelle. Déjà intellectuelle, disons que c'est leur en donner beaucoup. Mais c'est une posture dangereuse. Mais tu sais, quand tu disais tantôt, parce qu'on parlait de l'histoire de Bruno Marchand de Radio X, tu disais, tu sais, on reproche aux opposants, par exemple, du gouvernement ou peu importe, d'être des dangers parce qu'ils alimentent une partie de la population des sentiments négatifs ou quoi que ce soit.
Ben, je suis désolé, là, mais les gens qui sont des théoriciens ou des leaders d'opinion de cette mouvance-là, là, puis je dis pas tout le monde, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, là, les plus radicaux d'entre eux, ils sont responsables de créer chez ces gens-là, ou en tout cas d'alimenter une angoisse existentielle. Écoute, c'est des gens qui sont persuadés Ah qu'ils oui, vont mais se c'est faire, ça, qu'ils le vont se point. faire mettre dans des camps et exterminés, là. C'est grave, là, quand. Tu sais, moi, je veux dire, je voudrais pas savoir que des gens qui nous écoutent sont persuadés qu'ils vont se faire tuer, là. J'aimerais pas ça savoir ça, là. Parce que tu te dis, ben, moi, je suis là pour, bon, Non, divertir, donner de l'opinion, puis faire un show, tout ça, mais on n'est pas là, nous autres, pour générer de l'angoisse puis de la peur de mourir de la part des auditeurs, là. non, c'est extrêmement malsain. Puis effectivement, on se demande qui met en danger qui et quoi, là. Qui met en danger ces mineurs-là, finalement, que Libre Média aurait mis en péril en les photographiant avec leur consentement, je le répète. Donc, c'est quoi le danger? Est-ce que c'est la droite ou c'est les gens qui convaincre des enfants qu'ils ont le mauvais corps et qu'ils doivent subir des chirurgies et des traitements hormonaux souvent irréversibles. Donc, c'est quoi le danger, là? Évidemment que c'est le danger, c'est les personnes, les activistes trans qui font ce travail de propagande. C'est bien plus dangereux pour l'équilibre psychologique des enfants que n'importe quel discours d'un Ron DeSantis ou etc. là. Je pense que si tu as la même manifestation aux États-Unis, puis le journaliste qui se pointe avec un micro de Fox News, t'as pas le même entretien avec la même personne. Autrement dit, on comprend c'est une langue différente, là, mais l'idée, c'est que le fait que le contrepoids médiatique n'existe pas au Québec C'est ça. a vraiment amené ces gens-là à être dans une zone de confort, parler C'est le mot. absolument sans tabou. Puis de l'autre côté, moi, ce qui me fait un peu capoter, c'est que Libre Média va être accusé de bien des mots dans cette histoire-là, alors qu'en réalité, un peu comme tu disais, Québécois fait ça à tour de bras quand c'est des manifestations de population un peu plus à droite. Tu sais, on se rappelle tous la manifestation d'Isaac Pépin, par exemple, pour le sport des jeunes. Combien de journalistes ont essayé de démoniser ou de rendre cette manifestation-là moins Ah importante oui. qu'elle était, Peu alors que importe la c'était le peuple cause. qui était dans la rue, là, tu sais. Peu importe la cause, demain matin, s'il y avait une manifestation pour, ben, on le voyait là, dans le temps de la loi 21, tout ça, là. Je ne rentre pas dans le débat si vous êtes pour ou contre, ça n'a pas rapport. Mais mettons qu'il y avait un débat, il y avait une manifestation sur la laïcité, la place de la religion, l'immigration, etc. Qu'est-ce que faisaient les journalistes? Ils cherchaient la personne qui a une patte de loup dans le front pour dire que c'était une manifestation d'extrême droite, de la meute, etc. Bon, c'est toujours la même affaire. Prenez n'importe quelle cause, c'est toujours la même chose qui se passe. On cherche les éléments exaltés, les éléments extrêmes, sauf quand c'est des causes qu'on juge bonnes en elles-mêmes. Donc là, quand. Puis c'est pas la première fois que Mais j'en moi, vois je ne des. cherchais pas les éléments. Mais non, Ils je ont sais. sauté dessus. Les premières personnes qui étaient. En fait, c'est les personnes qui étaient le plus sur la terrasse du frein, qui dépassaient, qui étaient le plus proche justement de où on circulait. Et des fois, quand même, comme journaliste, on donne la parole à des simples militants qui ne sont pas nécessairement le porte-parole du groupe désigné. Parce que c'est ça aussi, donner la parole aux gens. Donc, je dis, j'ai des activistes trans, ce sont des. Puis Marie-Soleil Filion, c'est pas non plus n'importe quelle trans, comme elle s'est présentée dans la circonscription de Tachereau, comme Dans une candidate personnalité indépendante. publique, là. Ben, tu sais, disons qui aspire à ça. Hier, Mme Marie-Soleil Filion était présente dans l'assistance. Je l'ai reconnue sur une photo quand ils ont dévoilé inauguré la nouvelle exposition sur la théorie du genre au Musée de la civilisation. Donc, c'est quelqu'un qui se déplace, qui est connu dans le milieu trans à Québec, là. Donc, c'est pas non plus totalement un kidam, Marie-Soleil Filion. Donc, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça vos représentants, ou enfin certains d'entre eux. Moi, j'estime pas avoir fait exprès de donner la parole à des exaltés. Mais c'est un point de vue qui existe et qui mérite d'être. Il faut qu'on l'entende. Il faut que les gens sachent que ça existe, puis que ça fait partie du décor idéologique. Ben, en fait, c'est toujours un peu la même chose. On insiste souvent là-dessus, nous autres, dans le podcast. C'est, à un moment donné, les règles du jeu doivent être les mêmes pour tout le monde. C'est que si on dit que le travail des médias, c'est d'exposer tout le monde, peu importe le niveau d'extrémisme ou peu importe dans le cadre d'une manifestation,
Moi, je suis d'accord pour que ce soit vrai si c'est des camionneurs, si c'est la meute, si c'est peu importe, mais il faut aussi que ce soit vrai quand c'est des environnementalistes, quand c'est des activistes du genre ou je sais pas trop quoi. Tu sais, on les voyait à chaque fois qu'il y a une manifestation, c'était le truc du climat, là, il n'y a pas longtemps. Là. Il y avait une manifestation pour le jour de la Terre. Là. Et là, il y a des photos qui ont été prises. Je les voyais, là, les pancartes avec des affaires dessus, genre All Cop or Bastard, il faut renverser la société, vive le communisme, blablabla. Pourquoi il n'y a pas d'article pour nous dire que c'était des extrémistes de gauche qui animaient cette manifestation-là et que c'était rempli de communistes? Mais non, personne ne le dit. Tout le monde fait Ah, ben c'était le jour de la Terre, là, puis il y avait des gens qui sont venus manifester pour les abeilles puis les petits papillons. Ben là, tu sais, cette manière, il faut que ce soit les mêmes règles du jeu pour tout le monde. Dernier point là-dessus, je comprends pas c'est quoi le lien entre Éric Duhem et cette cause-là. Là-dedans, j'imagine c'est l'histoire des drag queens de Barbada, tout ça, mais les drag queens, je veux dire, on en a parlé quelques fois, c'est pas une orientation sexuelle, c'est pas une identité de genre, c'est une forme d'art, là, à quelque part. Je comprends pas ce que ça vient faire dans ce débat-là. On dirait qu'on mélange, c'est comme si on mélange tout est devenu relié avec ça. Attention, c'est parce que les drag queens sont devenus vraiment les porte-parole du transgenrisme auprès des jeunes. C'est ça le problème. C'est pas l'art qu'elles pratiquaient autrefois dans des cabarets pour adultes. C'est vraiment que ce sont les figures festives, si on veut, du transgenrisme. Elles servent à propager la théorie du genre dans les écoles, les bibliothèques. C'est avéré. Là. Quand on regarde ce qu'elles peuvent lire, les contes, etc., c'est ça qu'elles font. Là. Ouais, Donc, parce qu'au l'opposition début, de Duhem alors, dans des lieux liés à cette conscience de leur rôle comme porte-parole du transgenrisme. Ce sont un peu comme des Pères Noël du transgenrisme dans les écoles. Tu sais, c'est quand même... c'est pas banal. C'est pas Charles Aznavour qui chante, comme ils disent, la fameuse chanson avec une figure de drag queen qui revient du bar, qui habite chez sa mère. Tu sais, on n'est pas là. C'est autre chose. D'ailleurs, on n'est pas dans une célébration du corps. Avant, la figure de drag queen, avant, c'était une figure carnavalesque, ça l'est encore. Mais là, il s'agit moins de célébrer le corps que de proposer de déconstruire le corps. Et celui des jeunes en particulier. Donc, c'est loin d'être banal. Ouais, puis ça semble quand même être de quoi en plus, qu'on dirait que c'est comme si, de nos jours, tous les sujets qu'on a, toutes les affaires, ils deviennent mondialisés dans le temps de le dire. Là. C'est le même, tu vois, les mêmes genres de débats. Puis là, même eux, ils vont manifester au Québec. Et la première affaire qu'ils font, je n'ai pas sorti ces extraits-là, mais on aurait pu, c'est de te parler de Ron DeSantis puis de la droite américaine. Là, tu dis, mais allez manifester aux États-Unis. Vous avez peur de quoi au Canada? Ça n'existe même pas, la droite. Mais ça n'existe pas. Vous allez me trouver une députée conservatrice quelque part dans l'Ouest canadien, mais je veux dire, il n'y a pas de menace de droite religieuse au Québec. Il n'y a même pas de droite tout court, ou à peu près pas. Là. Je veux dire, on a le Parti conservateur qui, si on le mettait dans un autre pays, serait quasiment un parti de centre-gauche. Si vous le mettez dans un pays européen. Effectivement. Non, mais Ça, c'est vrai, là, c'est que les gens compris. Ouais. Non, mais les gens ne comprennent pas ça, mais il n'y a pas de droite au Québec là, comme parti qui peut prendre le pouvoir et qui serait un vrai parti de 100% de droite. Ça n'existe pas. Là. Donc, ces gens-là, en fait, ils manifestent contre ça. Peut-être on peut terminer là-dessus, mais c'était quoi leur revendication? Est-ce qu'ils revendiquaient quelque chose, une loi? Non, c'était pour les droits des trans en général. OK. Donc, il s'agit de peut-être contre l'extermination pour certaines, je ne sais pas trop. Mais au Québec, par exemple, elle reconnaissait que c'était comme un safe space, selon la personne Andrew Connor. Donc, elle reconnaissait qu'au Québec, la situation était moins pire, moins polarisée qu'aux États-Unis et qu'elle ne risquait pas l'extermination au Québec, mais plus aux États-Unis. Bon, ça, je l'ai noté quand même. OK. Est-ce que tu as trouvé le sociologue qui avait théorisé là, les étapes du génocide? Là, parce que ça a l'air que c'est scientifique, ce truc-là. Là. Tous les politologues, puis tout ça, c'est ça qu'ils disent dans l'extrait. Là, que c'est théorisé, puis que c'est connu au vu au-dessus de tout le monde. Là. Moi, c'est la première fois que j'entendais ça. Là, qu'il y avait un système par étape là, qui nous dit que, bon, là, on est au stade 7, puis rendu à 10, c'est le goulag. C'est comme le réchauffement climatique, tu vois. C'est... Ouais. Ça monte, puis on atteint 1 degré finalement irréversible. Il faut contrer la vague de la haine envers les trans. Que voulez-vous? Mais je l'ai ici, c'est George Stanton, je pense. Les 10 étapes d'un génocide musée de l'Holocauste de Montréal.
Selon l'expert universitaire et activiste Gregory Stanton, le processus de génocide se développe en 10 étapes. Tu sais, le point Godwin, à un moment donné, il faut que moi, je trouve que c'est. En général, je ne veux pas limiter la liberté d'expression de personne. Les gens ont le droit de dire toutes les niaiseries qu'ils veulent. Là. Mais la référence constante, puis ça a été un peu ta réaction là, quand tu as interviewé, tu as dit oh, un instant, là, la Deuxième Guerre mondiale. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui ont été exterminés, ils ont été mis dans des camps à cause de leur confession religieuse / origine ethnique. Là. De comparer ça, qui est un des plus gros drames de l'histoire humaine, avec, avec l'histoire qu'on bannit un livre dans une classe de maternelle aux États-Unis, là, pour moi, non seulement c'est du délire, mais je suis désolé, c'est un manque de respect incroyable pour la mémoire de millions de personnes qui sont mortes pour rien. Là. Mais je comprends ce qui se passe dans leur tête. Ce que tu viens de dire là, dans leur tête, se déconstruit très facilement parce qu'ils disent non, c'est vrai qu'on ne compare pas les deux parce que la 10e étape, c'est l'Holocauste. Ce que tu parles là, le livre, puis tout ça, c'est l'étape numéro 4. Voyons, Frank, tu comprends pas. Ah, OK. Mais c'est ça qui amène... Tout ça est basé sur un sentiment de peur. Moi, je suis persuadé, si tu rencontres ces personnes-là qui sont un professionnel privé, un psychologue, ça va sortir que ce qu'ils disent à Jérôme, ils le croient pour vrai et c'est source d'anxiété dans leur vie. Là. C'est un délire un peu de persécution. Puis moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est sorti de cette manifestation-là. Et je me suis dit, on est quand même devant des gens dont l'équilibre psychologique est très, très fragile. Donc, c'est ça qui ressort beaucoup. C'est-à-dire qu'on est à la frontière entre la psychologie et l'idéologie. C'est un mélange, c'est un cocktail explosif, leur truc. C'est des gens dont plusieurs représentants de ce mouvement-là peuvent avoir des problèmes de santé mentale importants. Je ne le dis pas juste pour les blaster, mais le ton employé, les regards, c'est des gens qui sont convaincus de porter un fardeau incroyable, là, qui est celui de la déconstruction des sexes. Et on est devant un peu ce qu'on appellerait au Québec une secte. Tu as vu quelque chose qui s'est passé, par exemple, cette semaine? Tu savais Joe Lindigo qui a fait des appels sans arrêt au 911, par exemple, puis qui s'est dit persécuté par la police, puis tout ça. Ouais, le gouvernement aurait mis le feu à sa maison, ou je sais pas trop. Là, ouais, en tout cas, il y a toutes sortes de vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais tu vois vraiment que le gars est en complete meltdown. Là, ça va pas. Il commence à avoir besoin d'aide d'une manière assez sérieuse. Fait que tu vois un peu où est-ce que ça mène ce délire-là un peu éventuellement, mais quand tu arrives et tu voyais ce que le gars faisait, ben tu disais ouais, il voit des choses que les autres voient pas, mais tu sais, c'est pas parce qu'il est plus allumé, là, c'est parce qu'il y a une portion de délire un peu dans cette affaire. C'est un discours, tu sais, tout ce discours-là, ou bien les exemples les plus extrêmes qu'on a de gens climato-anxieux qui s'effondrent psychologiquement. On se rappelle la fille au concombre. Ben oui, la fille du concombre. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette histoire-là, Jérôme. C'est l'histoire d'une fille elle était interviewée à Radio-Canada et elle disait qu'elle était au métro dans l'allée des légumes. Et là, elle a le choix entre un concombre du Québec emballé dans le plastique ou un concombre du Mexique pas emballé. Et là, devant le déchirement écologique que représente ce choix-là, elle s'effondre psychologiquement dans l'allée des légumes. Et elle raconte ça sans gêne, sans rien. Puis là, elle dit ouais, mon chum pense que je suis un peu folle, mais en fait, c'est juste ma conscience écologique. Puis tout. Ouais, je sais pas si c'est juste ta conscience. On est quand même loin des tranchées en Ukraine. C'est que là, c'est les gens, c'est les mêmes en passant qui appuient l'armement de l'Ukraine. Vous qui pouvez vous effondrer dans un corridor de Maxi, pensez-vous que vous pouvez alimenter une guerre en Ukraine? On va vers une guerre de tranchées qui va ressembler à ce qu'on a connu durant la Première Guerre mondiale, la fameuse contre-offensive ukrainienne. Ça va être une boucherie épouvantable. Là. Donc, c'est ça qui est incroyable, c'est les mêmes qui sont des des éco-anxieux qui sont pour l'armement du gouvernement de Kiev. C'est OK, là, mais allez-y, les amis, là. Allez-y, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Les gars, les filles ont peur de
Peur de Ah faire non. 2 km de trop dans la journée et d'avoir brisé la couche d'ozone. Que voulez-vous? Ah non, on est il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans. Il y a beaucoup trop de gens qui souffrent d'anxiété, que ce soit d'une mouvance ou d'un autre. On dirait que c'est C'est vraiment transversal. c'est transversal. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un problème là-dedans. En tout cas, on souhaite de l'aide aux gens qui en ont besoin, là, parce que c'est pas drôle tu sais, croire que tu vas finir dans un camp et tout ça, là, si c'est pas justifié, je voudrais pas être dans cette situation-là. Allez, merci Jérôme d'avoir été là. On rappelle Libre Média. Les gens peuvent s'abonner pour avoir accès à tout le contenu. Écoutez, vous avez pas mal d'articles en ce moment intéressants. Là, il y a un article sur le rapprochement entre Washington et Cuba à cause de la crise migratoire. Il y a cet article-là dont on a parlé. Il y a l'histoire sur le rapport Durham avec Trump et la Russie. Il y a aussi quelque chose que je voulais qu'on parle aujourd'hui, mais on n'a pas eu le temps, on s'est trop épivardé. C'est pas grave, c'est sur ce qui se passe au Brésil avec une loi qui ressemble un peu à la loi C11 au Canada. Donc, les gens peuvent s'abreuver à ça. Et à partir de combien par mois, juste le rappeler pour les auditeurs qui veulent s'abonner à Libre Média pour avoir tous ces articles-là. 3,69 plus taxes par mois. On a plein de choses qui se retrouvent nulle part ailleurs. Je pense que ça vaut la peine. Si vous voulez lire des choses que vous lirez nulle part ailleurs, c'est sur libremedia.com, avec un trait d'union. Absolument. Ben écoute, on te remercie d'avoir été là aujourd'hui, puis on se reparle. Regarde, on termine ça là. Ça va être la fin du podcast pour aujourd'hui. Merci tout le monde. Un grand plaisir.